Binge Audio présente Au mois de juin 2026, alors que notre attention était principalement portée sur la canicule et l'explosion des températures, l'Union européenne s'est dotée d'une législation qu'elle présente elle-même comme étant historique. Un pacte sur la migration et l'asile, un ensemble de règles appliquées aux 27 États membres qui vont désormais régir la gestion des flux migratoires au sein de l'Union. S'il est historique, ce pacte, c'est surtout pour sa dureté. Il s'agit du règlement le plus sévère en la matière adopté par l'Europe. Un texte qui prévoit notamment une multiplication des enfermements des personnes immigrées et une massification des expulsions, massification que l'extrême droite au Parlement européen a accueillie au chant de Send them back, renvoyez-les. On aura l'occasion d'ailleurs, dans un prochain épisode, de nous intéresser à l'obsession de l'extrême droite pour ce qu'elle appelle la remigration, qui n'est autre que la déportation des personnes immigrées et de leurs familles. Mais d'abord, dans cet épisode, je vous propose de revisiter l'un des moments forts de la lutte pour les droits des étrangers en France, l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris en 1996, il y a 30 ans, tout pile. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Nous sommes le 23 août 1996 dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Un quartier populaire, historiquement multiculturel. Il est 7h30, la journée commence à peine. Et déjà, le coin est la proie d'une agitation peu commune. Et pour cause. Plus d'1 millier de policiers et de gendarmes viennent d'arriver discrètement, si tant est qu'on puisse l'être en débarquant si nombreux. Ils encerclent un lieu devenu depuis plusieurs semaines un symbole, celui de la lutte de celles et ceux qu'on appelle désormais communément les sans-papiers, des personnes immigrées sans titre de séjour dont les dossiers végètent dans les méandres d'une administration pas très pressée de se pencher sur leur cas. En guise de protestation, ils se sont réunis à plusieurs centaines dans une église, l'église Saint-Bernard, d'où ils tentent de faire entendre leur voix et ont entamé pour certains une grève de la faim. C'est là donc que convergent les forces de l'ordre en ce matin d'été parisien. Des soutiens des réfugiés ont été prévenus, ils essayent de gêner la progression des policiers sans succès. La colonne de tête arrive devant les vénérables portes en bois de l'église, construite au XIXe siècle. Elles sont fermées à clé, barricadées, mais qu'importe, les policiers dégainent un merlin, une sorte de hache particulièrement robuste, et entreprennent de défoncer la porte. L'État, dans sa volonté de se poser en défenseur de la loi républicaine, se retrouve avec cette image aussi désastreuse que médiévale, celle d'hommes en armes pénétrant de force dans un lieu supposé être le refuge de celles et ceux qui n'en ont pas. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette absurde extrémité, il faut remonter en arrière, 10 ans en arrière précisément. Nous sommes alors en 1986, et la France vit un moment tout à fait inédit politiquement parlant. 5 ans plus tôt, en 1981, elle a choisi un président socialiste, François Mitterrand, pour occuper l'Élysée. Mais après de nombreux déboires et autres désillusions, les Français se sont lassés du PS. Les élections législatives de 1986 s'annoncent totalement désastreuses pour les socialistes qui risquent gros. S'ils perdent la majorité au Parlement, que se passera-t-il ? Qui va gouverner ? Le président devra-t-il démissionner et provoquer une nouvelle élection ? La Constitution de la Ve République n'a pas prévu cette éventualité. Et la droite, qui a toutes les chances de l'emporter, est partagée sur la question. Une partie appelle effectivement au départ de Mitterrand en cas de défaite. D'autres, menés par Édouard Balladur, évoquent la possibilité d'une cohabitation avec un Premier ministre issu de la majorité au Parlement, libre de gérer les affaires du pays, tandis que le président se contente d'un rôle plus symbolique, notamment à l'international. Et c'est cette seconde option qui s'impose. Mes chers compatriotes, vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ces rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement
selon l'article 8 de la Constitution. Si les socialistes sont mis en minorité, ils ne sont pas balayés pour autant, car Mitterrand avait décidé de savonner la planche à la droite, quitte à favoriser l'extrême droite. Il fait donc modifier les règles de l'élection législative pour passer à la proportionnelle, ce qui a pour effet de limiter la victoire de la droite et du centre et de faire entrer au Parlement 35 députés du Front National. Le PS limite la casse, mais n'empêche pas pour autant l'arrivée d'un gouvernement de droite mené par le Premier ministre Jacques Chirac, qui s'entoure de ses fidèles lieutenants et confie à l'un d'entre eux le très exposé et très explosif ministère de l'Intérieur. Cet homme, c'est Charles Pasqua. Lorsqu'un délinquant est un délinquant, ce n'est pas parce qu'il sera un immigré qu'il sera arrêté, mais s'il est immigré, ça ne le protégera pas d'être arrêté. Pasqua, c'est un personnage de la droite post-gaulliste. D'origine corse, ancien commercial chez Ricard, il est connu comme membre dirigeant du très controversé service d'ordre gaulliste, le SAC, responsable de nombreuses exactions. Et il règne sans partage sur le très riche département des Hauts-de-Seine, en Île-de-France, dont il est député, sénateur, président du Conseil général. Un homme de réseau, donc, qui incarne au sein du RPR, le parti gaulliste créé dans les années 70 par Chirac, l'aile dure, souverainiste et sécuritaire. Le nommer Place Beauvau, c'est un symbole, et c'est surtout la promesse d'une politique répressive très nette, d'autant que la droite a pris bonne note des succès électoraux de l'extrême droite. Le FN, depuis une dizaine d'années, surfe sur une rhétorique anti-immigration très agressive, avec notamment un slogan « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop ». Une décalque de la propagande nazie de l'entre-deux-guerres qui expliquait, je cite, 500 000 chômeurs, 400 000 juifs, la solution est simple. Plus le chômage s'aggrave en France dans les années 80, plus le FN développe son slogan. 2 millions, 3 millions d'immigrés de trop. Et dans les urnes aussi, les chiffres grimpent au fur et à mesure que Le Pen s'invite sur les plateaux de télé. Nous établissons une distinction fondamentale entre les gens de l'Europe, n'est-ce pas, de la CE, et je défends toujours la préférence nationale et européenne, et que nous nous opposons à l'invasion de la France telle qu'elle se produit et se produira dans l'avenir quand le déséquilibre démographique entre la France et les pays du tiers-monde renforceront chaque jour le courant de ceux qui viendront ici, en fait, n'ont pas trouvé du travail, car il n'y en a plus depuis 74, mais la misère, et c'est à ce moment-là que vous souhaiterez les encadrer pour les lancer à l'assaut de ce que vous appelez le monde capitaliste et qui est en fait le monde de la liberté. Cette thématique de l'immigration, vous l'aurez compris, elle devient centrale dans les débats publics en France dans la seconde moitié des années 80. Et la droite a bien saisi qu'elle peut capitaliser sur la peur du déclassement d'une partie de la population. D'autant que, quelques années plus tôt, lors de son arrivée au pouvoir, la gauche avait assoupli les règles permettant d'obtenir des titres de séjour pour les travailleurs immigrés et leurs familles. Pasqua propose alors une loi qui sera adoptée en septembre 86 et restera dans l'imaginaire collectif associé à son nom. Une loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, c'est son titre officiel. Elle durcit les critères qui permettent d'obtenir une régularisation et en parallèle, elle facilite les expulsions ou reconduites à la frontière comme on dit. La subtilité, si j'ose dire, c'est que tout ça peut se faire sans le contrôle d'un juge. Pasqua et le gouvernement assurent que leur action vise avant tout à éviter, figurez-vous, que le racisme s'aggrave en France, ce que les associations de défense des droits de l'homme ont un petit peu de mal à croire. Entre ceux qui nient qu'il y ait le feu et ceux qui y déversent de l'huile, alors le pays risquerait d'être embrasé par une flambée de xénophobie inacceptable et dangereuse pour la démocratie. La loi du 9 septembre 86 a supprimé l'échelon judiciaire, c'est maintenant l'autorité administrative, c'est-à-dire la police. Et vous savez, moi je suis toujours inquiet quand la police prend la prééminence sur la justice. La principale conséquence de cette loi, outre la précarité dans laquelle elle jette une partie des étrangers résidant en France, c'est une conséquence politique, car la gauche de gouvernement elle-même se met au diapason de cette rhétorique anti-immigration. Revenu aux affaires en 1988 avec la réélection de François Mitterrand, le Parti socialiste se contente d'adoucir légèrement la loi Pasqua de 86, mais en garde les grandes lignes. Et même dans sa communication, la gauche durcit le ton, défendant un modèle d'intégration très strict et une vision de l'accueil des étrangers de plus en plus sélective, vision résumée par une petite phrase qui, jusqu'à la fin de sa vie, poursuivra Michel Rocard, Premier ministre à l'époque. Je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus.
Les expulsions et la répression donc se poursuivent, certes avec un peu moins de brutalité que sous le gouvernement Chirac. La droite est de retour dans l'opposition et continue de se poser en protectrice d'une identité nationale menacée, dit-elle, par l'immigration. Une radicalisation de son discours qui finit par sonner très clairement comme celui du Front National, avec là aussi des phrases et des expressions qui colleront longtemps au basque de ceux qui les ont prononcées. Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et nous voilà arrivés en 1993. Pour les socialistes, c'est rebelote. Après 5 ans au pouvoir, ils se retrouvent punis dans les urnes et très sévèrement cette fois-ci. Les législatives sont un triomphe pour la droite, qui se retrouve avec une écrasante majorité au Parlement. L'immigration, évidemment, a fait partie de ces thèmes de campagne, et la droite va s'ouvrir un boulevard pour déployer son arsenal répressif et aggraver encore plus les lois qu'elle avait fait passer quelques années plus tôt. Au ministère de l'Intérieur, c'est à nouveau Charles Pasqua qui se charge des basses œuvres et de mettre sur pied un nouvel ensemble de textes. La droite est en effet décidée à détricoter le droit du sol et le droit des étrangers, héritage direct de la libération dont les bases ont été posées en 1945. Pour les personnes immigrées et leurs enfants, tout devient plus compliqué. Et pour les personnes en situation irrégulière, la vie devient littéralement impossible. Le gouvernement vise précisément les prestations sociales, notamment les allocations familiales, désormais réservées aux personnes pouvant attester de la régularité de leur situation. Les autres se retrouvent plongés dans la misère et dans la peur permanente de se voir arrêtés et expulsés, avec la démultiplication en parallèle des contrôles d'identité. Comme à son habitude, le gouvernement emballe tout ça dans un argumentaire se voulant rassurant, à l'image de son porte-parole de l'époque et futur chantre de l'identité nationale, un certain Nicolas Sarkozy. Ce projet de loi est un projet particulièrement important. Il constitue pour le gouvernement un élément essentiel de la maîtrise des flux migratoires, de la lutte contre l'immigration clandestine. Le gouvernement a la volonté d'agir à la fois avec fermeté et humanité. Fermeté et humanité, un argument qui ne va pas tarder à revenir. Face à ces démonstrations de force de la droite, les opposants sont assez démunis. Si les associations, et notamment le GISTI, le groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, sont vent debout et tentent de mobiliser contre ces nouvelles lois, elles sont bien seules. Le Conseil constitutionnel, saisi par des élus de gauche, a bien censuré quelques aspects des textes, les plus graves d'entre eux, jugeant qu'ils portaient atteinte aux droits fondamentaux des personnes immigrées. Mais les lois sont bien promulguées et mises en application dès la rentrée 1993. S'ensuivent 2 années de répression très vive. Pasqua tente même de faire réviser la Constitution pour venir grignoter les conditions d'accueil des réfugiés politiques posées au lendemain de la guerre en 1946. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. Heureusement, le Conseil d'État s'y opposera. La campagne présidentielle qui démarre en 1995 se joue sur d'autres thématiques. Contrairement aux années précédentes, le thème de l'immigration n'est pas central. Un article du Monde, publié en avril de cette année-là, note que le sujet n'est plus au cœur du débat, hormis évidemment dans les programmes de l'extrême droite, chez Jean-Marie Le Pen et Philippe de Villiers. Les autres candidats se contentent de quelques vagues déclarations d'intention. La gauche, notamment, n'évoque que très mollement l'idée de revenir sur les lois votées par la droite. Cette dernière a d'autres chats à fouetter, puisque ces élections, ce sont celles de la grande division entre Chirac et Balladur. Le premier voit le second, Premier ministre depuis 2 ans, lui griller la priorité et se présenter à la présidentielle en embarquant avec lui une bonne partie des cadres gaullistes, dont Charles Pasqua. Ce qui permet à Balladur de se positionner comme celui qui a pris à bras-le-corps la question de l'immigration. Chirac, lui, tente de se refaire une image plus douce, plus sociale, à 1000 lieues du bruit et de l'odeur. Et ça marche. 5e président de la 5e République,
Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Balladur est battu au premier tour, Chirac s'impose au second, il nomme Alain Juppé Premier ministre et met un de ses plus proches fidèles au ministère de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Nous sommes désormais de retour en 1996 et un an après la victoire de Chirac, la droite ne va pas très fort. Les divisions entre balladuriens et chiraciens, les guerres fratricides, les trahisons, les retournements de veste, tout ça a laissé énormément de traces dans la majorité qui est en train de tomber en morceaux. Les projets de réforme de l'assurance maladie et des retraites voulus par Juppé à la fin 95 ont donné lieu à des mobilisations gigantesques et à des grèves inédites, forçant le gouvernement à reculer en partie. Déjà dans les couloirs de l'Élysée, on commence à évoquer l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale pour ressouder les rangs et éventuellement virer quelques frondeurs. Elle sera décidée l'année suivante, avec le succès qu'on sait. Mais en attendant donc, la droite cherche à engranger quelques victoires et à montrer qu'elle arrive à tenir la rue, que point de vue sécurité et ordre public, elle n'a rien à craindre. Quoi de mieux pour faire ça que de s'en prendre à des étrangers perdus dans les méandres de la régularisation. En ce début de printemps 1996, près de 300 personnes, venues des foyers de travailleurs immigrés de Seine-Saint-Denis, ont décidé de faire entendre leur voix et de protester contre ce qu'elles considèrent comme une lenteur volontaire de la part des services de l'État. Le 18 mars, ils décident de s'installer en guise de protestation dans les murs de l'église Saint-Ambroise à Paris, dans le 11e arrondissement. Ils sont maliens, sénégalais, mauritaniens, majoritairement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Ils n'ont qu'une seule demande, être régularisés, avoir des papiers. D'où le surnom que leur trouve la presse, rapidement devenue une expression reprise par tout le monde, les sans-papiers. À Saint-Ambroise, ils espèrent attirer l'attention tout en bénéficiant de la protection de l'Église. Car depuis des années, de nombreux militants catholiques se sont engagés en faveur de la défense des étrangers. C'est le cas de l'évêque Monseigneur Gaillot ou encore de l'abbé Pierre qui, à l'époque, est toujours l'un des hommes les plus populaires de France et n'a pas vu son image voler en éclats lors de la révélation de ses nombreuses agressions sexuelles. Ils ne sont pas les seuls. Des prêtres et des fidèles se sont mobilisés pour défendre les immigrés au motif que l'Église se doit de se tenir aux côtés des plus démunis. Mais tout le monde dans la hiérarchie épiscopale n'est pas de cet avis. L'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, donne l'autorisation à la police pour intervenir à Saint-Ambroise. Le vendredi 22 mars, elle évacue les occupants et chez leur soutien, c'est la consternation. La réponse du gouvernement, c'est la répression. J'ai honte d'appartenir à un pays qui méprise à ce point les êtres humains. Celles et ceux qui n'ont pas été arrêtés et emmenés en centre de rétention trouvent refuge dans un gymnase de l'arrondissement dont ils sont évacués au bout de 2 jours. Par la voix de son ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, le gouvernement entend ne rien céder aux demandes des sans-papiers. Le gouvernement de la République est fait pour appliquer les lois votées par le Parlement. Ce ne sont pas une poignée de personnes qui peuvent faire remettre en cause les lois votées par les députés et les sénateurs qui sont l'expression de la volonté nationale. Alors, naturellement, j'essaye de régler ce problème avec le maximum d'humilité. Mais je ne peux pas violer les lois. Je ne peux pas dire aujourd'hui la République, elle n'a plus de fondement. Car à ce moment-là, c'est partir dans un cycle où c'est le règne du plus fort et c'est l'arbitraire. Et ça, je ne veux pas. Viré du gymnase, le groupe est accueilli au théâtre de la Cartoucherie à Vincennes par la metteuse en scène Ariane Mouchkine et son Théâtre du Soleil. Le groupe commence à s'organiser, à nommer des porte-paroles, des médiateurs et à engranger aussi des soutiens dans la société civile. Le médecin Léon Schwarzenberg, l'actrice Emmanuelle Béard, mais aussi une petite troupe de figures de la résistance, les époux Aubrac, Edgar Morin, Germaine Tillion, Stéphane Hessel, tous tentent de faire entendre raison au gouvernement pour qu'il procède à une régularisation globale des sans-papiers, sans succès. À la mi-avril, ils s'installent dans un bâtiment inutilisé de la SNCF dans le 18e arrondissement de Paris, mis à disposition par un syndicat de cheminots. Ils y resteront jusqu'à la fin juin, date à laquelle le ministère de l'Intérieur annonce avoir réglé la situation. 48 personnes vont être régularisées. Les autres, par contre, ont 1 mois pour quitter le territoire. Les médiations ont clairement échoué. Les soutiens du groupe, qui discutent depuis des semaines avec les autorités, ont l'impression d'avoir été floués. Il faut réagir. Alors le vendredi 28 juin, après sa manifestation quotidienne place de la République, le groupe change de cap et se rend à la Goutte d'Or, direction l'église Saint-Bernard.
Contrairement à l'épisode de Saint-Ambroise, à Saint-Bernard, le curé est de leur côté. Le père Henri Coindé, sensible à leur cause, les accueille et leur autorise l'accès. Il se refuse catégoriquement à demander l'intervention des forces de l'ordre et s'organise avec les porte-paroles du groupe pour que les choses se passent au mieux. Mais outre l'occupation, les sans-papiers entendent pousser un cran plus loin leur démarche pour susciter une réaction des pouvoirs publics et de l'opinion. Une partie d'entre eux entame alors une grève de la faim à compter de début juillet. Elle va durer 42 jours. Le lundi 12 août, le SAMU, accompagné de la police, vient extraire les grévistes de la faim pour les hospitaliser. Le soir même, ils sont de retour dans l'église. La situation semble totalement bloquée. Les porte-paroles, Aboubacar Diop et Madjiguène Cissé, restent déterminés à se faire entendre. Les familles se sont réunies ce matin, ont donné une position. Et la position est la suivante. Ils continuent leur mouvement. Nous continuons à espérer et à nous dire que ce gouvernement-là va quand même tenter de bloquer la machine répressive, parce qu'il n'y a que ça depuis 5 mois. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à M. Jacques Chirac, en tant que président de la République, qu'il prenne ses responsabilités pour que cette crise-là trouve une issue heureuse pour tous. Du côté de la droite, la sévérité du gouvernement commence à poser quelques questions. L'opinion est en train de tourner. La presse avance qu'un Français sur 2 serait solidaire avec les sans-papiers. Les centristes, pourtant alliés des gaullistes, plaident pour une nouvelle médiation. Mais Juppé et Debré refusent de céder d'un pouce. Ils se tournent vers le Conseil d'État, sommés de trancher si oui ou non la situation des occupants de Saint-Bernard peut se régler autrement que par la force. Le 22 août, il rend son avis. Il estime que les occupants de l'église n'ont pas, je cite, de droit au séjour à titre collectif. Ce qui veut dire qu'il faut examiner chaque cas un par un. Juppé, dès lors, a tranché. Il serait contraire à la loi de procéder à des régularisations en bloc de telle ou telle catégorie de sans-papiers. Les arrêtés de reconduite à la frontière doivent être appliqués. Voilà pourquoi il faut appliquer la loi. Si je ne la faisais pas appliquer aujourd'hui, comment pourrais-je la faire appliquer demain vis-à-vis de telle ou telle autre catégorie qui a aussi ses difficultés et ses souffrances? Je vous le dis et je souhaite que vous y réfléchissiez. L'application de la loi républicaine, c'est le meilleur garant de la solidarité entre les Français et de la cohésion nationale. À Saint-Bernard, on se prépare au pire et on a raison. L'ordre a déjà été signé, le préfet prépare ses troupes et le 23 août au matin, c'est l'évacuation. 7 escadrons de gendarmes mobiles partent à l'assaut de l'église Saint-Bernard. Protégés par plusieurs centaines de sympathisants qui ont passé toute la nuit à veiller ici, le bouclier humain ne tient pas longtemps. On en revient à notre scène du début. On peine à se dire que le gouvernement n'a pas mesuré le désastre en termes de communication que représente cette séquence. Ces hommes, ces femmes, ces enfants apeurés, démunis, qu'on arrache des travées d'une église et qu'on fait monter dans des bus. Ce curé, le père Coindé, ému aux larmes, qui récite le discours de Martin Luther King, I Have a Dream, au milieu des CRS et des cris. Ces lacrymogènes balancés sur les habitants du quartier, venus manifester leur soutien aux évacués. Et enfin, cette déclaration d'une naïveté ou d'un cynisme, c'est selon confondant, de Jean-Louis Debré. Le moment était venu d'appliquer la loi avec fermeté, mais avec le souci d'humanité et de cœur que souhaite le gouvernement. Avec humanité et cœur, ce sera la phrase reprise à la une de Libération le lendemain matin, surmontant une photo des policiers défonçant la porte de Saint-Bernard. Et au fiasco médiatique va bientôt s'ajouter le fiasco judiciaire. Dans la nuit du 23 au 24 août, alors que les sans-papiers sont emmenés au centre de rétention de Vincennes, un groupe d'avocats planche sur une série de recours communs. Des centaines de dossiers traités simultanément et déposés dès le matin. Résultat, sur les 220 personnes évacuées, 7 seront finalement expulsées du territoire. Plus de 70 vont se voir proposer un titre de séjour. Les autres retourneront dans la clandestinité, certes, mais pourront repartir libres. Le gouvernement Juppé a perdu sur toute la ligne. La droite ne sait plus trop où se mettre. Même Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre des années Pasqua, se désolidarise. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'attitude du gouvernement était un peu violente à l'époque ? Vous savez, les églises, c'est fait pour accueillir ceux qui cherchent l'asile. Et moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est qu'on démolisse à coups de hache la porte d'une église. Il y avait à l'intérieur des hommes et des femmes malheureux, en infraction avec la loi, c'est sûr, enfin très malheureux.
Peut-être qu'en parlant un peu plus longtemps, en prenant quelques jours de plus, ça aurait été possible de régler le problème différemment. C'est tout. Tout ça n'empêche pas Jean-Louis Debré de proposer, dès le mois de novembre 1996, un nouveau texte de loi durcissant les conditions d'entrée et d'accueil des étrangers en France. Une continuation des lois Pasqua des années précédentes. Encore plus de répression, un fichage systématique des personnes faisant une demande de titre de séjour et une obligation pour les citoyens français hébergeant des sans-papiers de signaler leur présence et leur départ. C'est le début de la tendance régulière de la droite de criminaliser celles et ceux qui viennent en aide aux réfugiés, le délit de solidarité, comme on l'appellera bientôt. Cette initiative, qui lorgne très clairement vers les idées et les thèmes portés par l'extrême droite, suscite un rejet de plus en plus bruyant dans l'opinion. Robert Badinter, par exemple, dénonce un risque de l'eupénisation des esprits, une expression qui fera date. Et le monde culturel se mobilise. Des cinéastes se réunissent pour signer un texte appelant à la désobéissance civile. Côté musique aussi, on se bouge. Le GISTI organise des grands concerts et le MIB, le mouvement Immigration et Banlieue, qui se bat contre les violences faites aux immigrés, rassemble la crème du rap français pour un titre devenu culte, 11-30 contre les lois racistes. Rappelle-toi qui s'est battu pour la France, couteau entre les dents, rampant et rien dans la panse. Tu collaborais à l'époque, chien, un tout docile, heureux de voir les Arabes débouler pour libérer ta ville. De choc ça devrait je traque, les faf en costard, la gauche caviar, la droite de la droite au pouvoir moyen, résistenza, effet independenza, tous égaux devant les lois, dixit sentenza. La loi sera votée en mars 97, légèrement remaniée par le Conseil constitutionnel, mais globalement conforme à l'idée très répressive que se fait le pouvoir de la question de l'immigration. Un pouvoir qui, par ailleurs, est bien conscient que ça commence à sentir le sapin dans l'opinion. Voyant sa cote décroître à une vitesse supersonique, l'Élysée décide de ne pas attendre 98 pour que se tiennent les élections législatives, où elle a toutes les chances de se prendre une rouste. Ce sera donc la dissolution. Hélas pour la droite, c'est déjà trop tard. La gauche plurielle, qui fait notamment campagne sur la promesse d'abroger les lois Pasqua et Debré, reprend les commandes de l'Assemblée et Chirac est contraint de nommer Lionel Jospin Premier ministre. Ce dernier choisit comme ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, qui va rapidement prendre des mesures pour régulariser près de 100 000 personnes en attente de papier, tout en conservant finalement les lois tant décriées qui existent encore et toujours dans notre droit, au grand désarroi des associatifs, des militants et d'une partie de l'électorat de gauche qui avait cru aux promesses du PS. Mais le parti s'est rangé à l'idée que la répression reste la première des réponses aux crises migratoires. Une logique qui infuse jusqu'à aujourd'hui, qui sera celle des années Sarkozy, des années Hollande et Valls, puis des années Macron, qui culmine en 2024 avec la loi immigration de Gérald Darmanin, que Marine Le Pen elle-même a saluée comme une victoire idéologique. L'église Saint-Bernard, elle, est retournée à l'anonymat. On l'a peu à peu oubliée, comme on a oublié la plupart des figures de ce mouvement qui a ouvert un court instant l'espoir d'un traitement différent de la question des sans-papiers. En juin 2015, au cœur de la grande crise migratoire que traversait l'Europe, des réfugiés ont tenté de rallumer la flamme de l'été 96 en s'installant à nouveau dans l'église. En quelques heures à peine, la police, en armes et avec des chiens, cette fois-ci, les en a dégagés. Merci à Charlotte Bex qui a préparé cet épisode et à Octave Bautier qui l'a réalisé. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode. Au sein du pays, du pain, du vin, du pourcin, je suis pas blond, et j'ai pas les yeux bleus, mais comme eux je bouffe des pâtes et j'éclate même leur race. Certains diront je m'en fous de vos trucs, de vos lois, contre loi, manifestation, bande de bidons. C'est pas un morceau de rappeur qui fera peur, mais on peut quand même.